Démarrer, go. Bonjour, aujourd'hui je vous parle du stage de survie en forêt que j'ai fait avec mes deux garçons en octobre 2019. Ce stage de survie-là, c'est un stage que j'ai payé, qui est disponible. On entend, ben, si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, là, je vois que je vais le tasser un peu pour que vous voyez. C'est le centre d'activité Nature Kanata Aki. Ça se trouve à Mont-des-Lacs, c'est au nord de Montréal. C'est un bon 4h30 de route à partir de Québec, fait que j'imagine que si vous partez de l'île verte, ça doit être encore plus loin. Il y a un site web qui est associé à ce centre d'activité-là, qui est maintenu par des Français. C'est une famille de Français qui a ça. Fait que c'est très... comme vous connaissez pas mal tout le monde, les Français adorent toutes les communautés autochtones ou tout ce qui est un peu l'art autochtone ou la façon de vivre des Autochtones. C'est aussi leur cas à eux. Ils aiment beaucoup ça, ils aiment la nature. Fait qu'ils ont acheté une très grande terre, puis avec les Autochtones de la région, ils ont essayé de la rénover pour en faire un centre d'activité privé. Pour ce qui est des tarifs, c'est à peu près, ben là présentement, c'est 200 $ par personne. Puis, il y a des dates avec des disponibilités. On voit ici que tout était comblé cette année. Ça va à 2022. Moi, je vous conseille, si jamais vous réservez, d'éviter le mois de juin-juillet à cause des bébites. Il y a de la mouche en masse, mais en même temps, on va voir tantôt qu'on n'aura pas le choix d'y échapper si on se ramasse dans une situation de survie en forêt. Moi, j'avais sélectionné par défaut, c'était les dernières places disponibles quand j'y étais. Fait qu'on y était à peu près à la même période que présentement, c'est-à-dire fin octobre. Puis il faisait, la nuit, il faisait quelque chose comme 4 ou moins 5, moins 4 degrés. Ça fait que c'est pour vous dire. Puis je trouvais que c'était une très belle saison aussi pour explorer ce genre de projet-là. Fait que c'est quand même assez dispendieux parce que ça, c'est taxe par personne. En plus, t'as pas le droit d'annuler, seulement reporter à une date ultérieure. Puis, comme on était habitué d'aller en vacances dans le sud, ben là, j'ai eu de la résistance de mon plus vieux qui trouvait ça un peu con d'aller dans le bois, coucher dans le bois à ce prix-là. Mais moi, c'était une expérience parce qu'il n'y a pas que le prix, c'est que c'est ça qu'on s'équipe avant d'y aller. Ils nous demandent d'apporter un sac à dos, ils nous demandent d'apporter différents éléments qu'on pense avoir besoin dans le bois. Ce que la dame m'avait dit, c'est que sur place, on allait trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Mais c'est pas tout à fait de la façon que ça s'est passé. N'empêche que j'ai eu l'information pareille, fait que je vais vous la donner. Quand on arrive à ce centre-là, ben, il y a une belle pancarte comme ça avec un chemin de terre. Fait que on continue tranquillement, puis on tombe sur les chiens. À l'entrée, il y a des chiens de traîneau. Ils sont très beaux, ils sont vraiment magnifiques. Puis c'est vraiment agréable de voir ça. Ils sont tous attachés, ça fait pitié. Fait qu'on allait les flatter puis s'en occuper. Je pense qu'elle, je l'aurais ramenée chez moi. Elle avait tellement des beaux yeux bleus. C'était vraiment des beaux chiens. Puis il y a un grand lac. Puis de l'autre côté du lac, il y a un chalet. Et c'est au chalet, vous voyez les voitures, c'est là qu'on va se rencontrer. Fait que ici, c'est un lac à truites, puis c'est un lac qui est entretenu par la famille qui a l'endroit. Lorsqu'on rentre au chalet, c'est un beau chalet en bois rond, c'est quand même super rustique à l'intérieur. Il y a beaucoup de décorations autochtones, fait que c'est vraiment charmant comme endroit. Ça, c'était notre instructeur. Si je me rappelle bien, son nom, c'était Kevin, mais je ne veux pas me tromper, là. Ça fait un petit bout de temps, mais il me semble que c'était Kevin. Peut-être que... Ou en tout cas, ça finissait par N. Alan. C'est Alan, pardon. Alan, qui nous a reçus. Il y a d'autres instructeurs, puis lui, ben, il venait d'arriver, je pense, ça faisait une affaire comme 6 mois. Puis je vais vous expliquer, il y a des anecdotes par rapport à ça tout au long. Fait que pour vous montrer un peu les objets, parce que quand on est arrivé, on était seuls. Fait que j'ai pris des photos, je trouvais ça mignon. Fait que ils ont comme une petite boutique, mais c'est très rustique. Ensuite, ben, le groupe s'est tout réuni, puis on a commencé à discuter de comment ça se passait en forêt. On avait tous nos sacs à dos. Moi, il y avait une liste qu'on devait faire, comme par exemple amener un sac de couchage ou amener certaines choses. Je me disais, ben, c'est pas vraiment de la survie, parce que ça rend plus du camping, parce on devait amener, par exemple, des bacs, là,
tu sais, des grandes toiles plastiques. On devait les apporter avec nous, une de 10 par 10 ou de 8 par 10. Puis on en avait une dans chacun de nos sacs. C'est moi qui les avais fait. Quand je vous dis que ça m'a coûté cher, il a fallu que j'achète des sacs. Les sacs de randonnée, c'est des sacs en toile et c'est quand même assez dispendieux. C'est pas loin de 65 $ chaque. Ensuite, ben, il a fallu que j'achète des sleeping qui pouvaient être mis la nuit. Parce que j'en avais, mais c'était pas des bons sleeping. Fait que j'ai acheté des sleeping cocons. Je vais vous montrer tantôt. Plus tard, on va voir les photos. Et ensuite, il fallait apporter des éléments qu'on pensait qui étaient utiles. Et une des choses qui était aussi obligatoire, c'était le couteau. Ça prend un couteau de... on appelle ça un couteau soit de chasse ou soit d'excursion, mais ça prend, et on va voir tantôt que c'est vraiment un des éléments essentiels. Un autre élément essentiel qu'on nous avait demandé d'apporter, c'était un allume-feu, mais un allume-feu, pas un briquet, là, mais pour qu'on frotte, puis pour mettre le feu dans le bois, de façon autonome. Quelque chose qui peut passer à l'eau, finalement, est essuyé, puis qu'on puisse continuer à pouvoir faire du feu. On nous avait déconseillé aussi de s'habiller avec du coton. Fait que, puis on va le voir tantôt pour quelle raison. Puis, on devait apporter des vêtements qui étaient adéquats, c'est-à-dire multicouches, c'est-à-dire qu'on soit capable d'enlever des couches pendant la nuit et en remettre selon comment on se sentait. Un autre élément essentiel, il y avait la gourde, une gourde de métal. Fait que je dis grosso modo, là, qu'est-ce qu'il y avait dans nos sacs. Évidemment, on en amène trop. Par exemple, moi, c'était pas mon cas, mais si quelqu'un a apporté du papier de toilette dans un bocal, ils disent non, ça, t'as ce qu'il faut dans le bois pour t'organiser, t'as pas besoin de papier de toilette, puis c'est polluant. Ça fait qu'il y avait plusieurs éléments comme ça qu'ils calculaient comme inutiles, là, que finalement, ben, j'étais parfaitement d'accord, là, ça pollue plus qu'autre chose, puis ça... La première nuit, parce que c'était 2 jours le stage de survie. Fait que la première nuit, c'était pas vraiment un stage de survie, là, c'était du camping, mais du camping dans un tipi, un tipi standard. C'est comme celui-ci. Il y avait un feu à l'intérieur. Il était venu nous raconter un conte. C'est comme pour commencer la visite. Puis, on avait du bois à l'intérieur pour pouvoir allumer notre feu. Le feu, ben, l'air s'évacue par le haut du tipi. Ils ont comme un trou en haut du tipi. Et dans le fond du tipi, il avait mis plusieurs pots. Il y avait beaucoup de fourrure. Et on installait nos sleeping là-dessus pour dormir pour la nuit. Évidemment, on a eu froid. La première nuit, c'était pas nécessairement facile parce que le feu, ben, vous avez peut-être manqué celui des roquettes là, que j'ai fait la semaine dernière. Je vous suggère d'aller le voir. Mais le feu ici ne fait pas d'inertie, c'est vraiment un feu radiant, c'est un feu central. Puis ce genre de feu-là, ben, ça chauffe pas vraiment. Il faut être proche, puis il faut l'alimenter tout le temps. Fait que les sleeping qu'on avait besoin, c'est des sleeping comme ceci. C'est les sleeping cocons qui sont les mieux, en tout cas, pour garder la chaleur. En plus que ça couvre la tête et tout, fait que ça peut aller jusqu'à moins 20, moins 25 degrés comme il faut, sans qu'on arrive quand même à bien dormir là-dedans. Là. C'est des sleeping qui sont supposés supporter quand même beaucoup la fraîche. Fait que au bout de, ben, pour vous dire comment ça s'est passé pendant la nuit, c'était un peu particulier. Parce que on s'est couché, on a été divisés dans 2 tipis, puis dans notre tipi, il y avait une demoiselle qui a probablement eu très froid toute la nuit parce qu'elle allait mettre du bois. Mais là, à un moment donné, il a fallu que j'avertisse parce qu'elle lançait les bûches dans le feu et les tisons envolaient, puis ils envolaient sur nos sleeping. Fait que là, j'étais là, attends, là, tu sais, fais attention, là. Fait que là, déjà là, on voit qu'en communauté, c'est déjà pas facile, là, parce que je me disais, sacrément, elle va venir par mettre le feu au tipi, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, correct, je vais m'occuper du feu. Fait que entre 4h du matin et 6h du matin, il restait plus de bois parce qu'elle avait tout brûlé. Fait qu'il a fallu que je m'en aille un petit peu loin. Il y avait une cabane à bois un petit peu plus loin. Fait que, mais là, c'est clair, mais dans le noir, c'était pas évident. On avait, oui, c'est ça, un élément important dans nos sacs qu'on avait tous apporté, c'était des lampes frontales.
Mais évidemment, si on serait vraiment mal pris dans le bois, on n'aurait peut-être pas nos lampes frontales. Mais je vous le dis, ça fait partie des articles que normalement vous devriez avoir dans votre sac à dos si vous voudriez partir comme ça. Là. C'est avec votre pack-sac, puis c'est fini, on s'en va. Là. Fait que j'ai été chercher le bois, j'ai terminé le feu. Le lendemain matin, on s'est tous réunis, puis on a eu une certaine formation. Là, on devait monter le mont qui était sur leur terrain. Puis notre instructeur, au fur et à mesure qu'on montait, s'arrêtait, nous donnait des instructions sur les plantes comestibles, puis ainsi de suite. Sauf que finalement, ben, c'était pas. Ça a fini en running gag un peu entre nous. Parce qu'à un moment donné, il disait ah, la gomme de sapin, ça soigne les plaies. J'étais là, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que là, il dit oui, mais il dit à un moment donné, je suis rendue j'ai été obligée de rentrer à l'hôpital d'urgence pour une blessure qui s'était infectée. Fait que bon, ben, ça confirme ce que je pensais. Fait que, regarde, je me suis dit après, on flush tout ce qu'il raconte ces plantes, ça vaut de la fait qu'on va continuer avec le reste, tu sais, pour les techniques de survie. Sauf que notre instructeur, il était un peu particulier, mais lui, il avait une grande expérience, puis une expérience que je trouve pas qui est inutile, bien au contraire. C'est que ce jeune homme-là a traversé beaucoup de villes au Canada, puis il a dormi sur des bancs, puis il était itinérant pendant tous ses voyages qu'il faisait. Il se débrouillait dans l'itinérance qu'on appelle la survie de ville. Il se donne des formations aussi là-dessus. Là. Fait que c'était quand même quelqu'un qui était expérimenté, qui était habitué de voyager léger. Puis comme vous voyez, il n'y a pas de pack-sac. Là. Lui, c'était très simple sa façon de fonctionner. C'était l'habillement qui comptait. Son couteau, il était très important. Puis sa couverture de laine. On va revenir là-dessus dans peu de temps. En montant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un grand espace dégagé. Puis dans ce grand espace dégagé-là, il y avait des bisons, parce qu'ils gardent des bisons. Je crois que c'est encore le cas. Il y avait des clôtures tout autour. Puis les clôtures, c'est très dangereux des bisons, parce que ça arrive des fois qu'ils détruisent des clôtures. Fait que là, quand il nous racontait ça, je me sentais pas grosse, parce que je me disais, aïe aïe, si on est... dans nos campements, puis en plus, on a signé des décharges comme quoi qu'il n'y avait pas de problème si un animal sauvage nous attaquait, mais j'ai pas envie d'être piétinée par cet animal-là. Enfin, c'est quand même bétail. Là, ici, ça a l'air de rien, mais la petite tache qu'on voit au loin, ça en était un. Donc, je ne sais pas si c'est assez gros pour que vous le distinguez, là, mais il y avait ses cornes ici avec sa tête ici, son front, son bec. Mais il y en avait plusieurs, mais on ne les voyait pas beaucoup. Puis ça, c'est tous eux qui ont détruit cet environnement-là. Parce que les bisons se frottent après les arbres, ils brisent, tout ça. Fait que c'est vraiment, ils brisent beaucoup leur environnement. Ça, c'était leur troupeau à eux. Puis j'ai une anecdote parce qu'on va revenir plus tard là-dessus. Puis en haut, c'est un espace pour voir de loin les bisons. Sauf qu'on va comprendre de quoi. On n'était pas les personnes les plus en forme là-dedans. Il y avait beaucoup de jeunes ou quoi que ce soit, mais malgré tout, c'était assez exigeant de monter la montagne. Ça fait que quand on est arrivé là, j'y étais là, pour aller voir, mais tout le monde était un peu essoufflé. Là. Il n'y avait pas le goût d'aller voir la plaine là, pour faire de l'observation de bisons dans le petit bivouac qu'il y avait en haut. Fait qu'on a continué. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ça, je vais attendre un peu. Avant d'arriver en haut de la montagne, j'ai pas de photo de cet endroit-là. Il y avait une autre cabane. On s'est arrêté là parce qu'il nous a montré comment faire des feux. Fait qu'il nous a fait ramasser dans le bois comment que ça s'appelle? Ce qu'on retrouve sur les bouleaux. Tu sais, le petit papier très très fin qu'on a sur le boulot. Puis il nous a demandé de le diviser à un point où ça devienne presque des cheveux. Fait qu'on a fait des petits motons avec ça, puis il appelait ça notre nid de feu. Ça fait qu'il nous avait demandé de mettre ça dans notre poche. Fait que ça, on avait tous travaillé là-dessus, puis il a fait pratiquer tout le monde à allumer des feux. Tantôt, je vais vous montrer un exemple, là, mais même moi, j'ai pas été capable avec ces instructions. Mes garçons, ils sont arrivés. Mais à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai dit, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, je le referai chez moi quand j'y serai arrivée. Il nous a montré aussi, quand on est arrivé en haut, il fallait construire nos bivouacs, il fallait construire je vais vous en montrer tantôt, là, nos petits abris pour le soir, nos abris d'hommes. Puis pour le faire, ben, ça me prend du bois. Fait qu'il nous a montré comment utiliser notre couteau.
pour fendre des bûches, fendre du bois. Puis ça, j'ai une petite vidéo ou plutôt des instructions qu'une personne a fourni. Je vais aller voir je vais ouvrir ici la page web, c'est pour vous le montrer parce que c'est bien important. Le couteau, ça sert à beaucoup de choses. Puis une des choses pour lesquelles c'est quand même assez étonnant, ça peut te permettre de fendre des bûches, fendre du bois, tu peux l'utiliser comme une hache. Fait que d'où l'importance d'avoir un bon couteau. Fait que ça vaut la peine d'investir sur le couteau, c'est parce que ça, là, s'il te pète dans les mains dans le bois, t'es mal pris après. Fait que c'est vraiment super important d'avoir un très bon couteau. Fait que le truc pour fendre du bois ou à couper un arbre ou une bûche, c'est que ça vous prend un autre maillet, on appelle ça un maillet. Il faut que vous trouviez dans la forêt un bout de bois comme celui-ci. Je vais utiliser... oups, je l'ai perdu. On va la retrouver. Non, je vais le remettre. Voilà. OK. Ça vous prend un maillet. Vous voyez ici le bout de bois qu'il y a sur le bord ici? C'est un bout de bois qui est dense, que vous allez trouver dans le bois, mais qui va vous permettre de frapper soit sur la lame avant ou la lame arrière pour faire avancer votre couteau dans le bois, pour arriver à fendre. Fait qu'en fait, on va utiliser la force du maillet pour fendre ou couper du bois à la hache, c'est-à-dire en donnant des coups sur notre couteau. Fait que vous comprenez que si le couteau n'est pas solide, il ne va pas aller loin. C'est important que la lame reste belle, et que vous soyez aussi capable d'aiguiser. Moi, j'ai trouvé un aiguisoir finalement que j'ai accroché après mon sac à dos, là. Si vous en avez de besoin. Puis c'est important de trouver de comprendre la technique du maillet pour aller couper le bois. Fait que ici, c'est expliqué par quelqu'un, comme par exemple comment le sortir, que ce soit ton couteau, ou continuer à cogner dessus jusqu'à ce qu'il arrive à fendre la bûche en deux. Fait que ça, c'est... Normalement, des bûches, il n'y en a pas beaucoup dans le bois. Fait que ce qu'on va avoir surtout à trouver, puis c'est ça que... C'est l'image ici que j'avais derrière, c'est qu'on a besoin de trouver des arbres morts debout. À prime abord, quand on regarde une forêt, ça paraît pas si évident que ça, et pourtant, il y en a énormément. C'est des petits arbres qui sont morts, que si on regarde au-dessus de l'arbre, on voit qu'il n'y a aucune feuille, il est complètement mort debout. Pourquoi on s'intéresse aux arbres morts debout? C'est des arbres qui sont morts et qui sont secs. Et le gros problème qu'on a pour allumer un feu, c'est du bois sec. Si on prend des bûches à terre comme ça qui traînent ou quoi que ce soit, c'est des bûches qui sont humides. Vous allez avoir de la misère, à moins que vous ayez beaucoup de braise. Ça fait que ça prend vraiment du bois sec. Fait que la technique, c'est qu'on se promène dans le bois, on regarde dans les airs pour voir lesquels sont morts, les branches ou les arbres qui sont morts debout. Il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser. Même que Alan disait ça à un moment donné, il y avait un gars qui nous disait « Ben, j'en trouve pas nulle part », puis il était juste à côté d'un arbre mort debout. C'est il regardait mal, il regardait pas suffisamment bien comment l'arbre s'était développé pour s'apercevoir finalement qu'il était déjà mort. Et tout ce qu'on a à faire quand ils sont pas gros, on les prend, on les penche pour les casser. Et il faut qu'on ait plusieurs petits bouts de bois pour pouvoir faire nos bivouacs. Et pour pouvoir les casser une deuxième fois, il y a aussi les arbres à deux troncs, là, à troncs fendus. Quand on a ça dans le bois, là, il faut les repérer parce qu'ils vont nous servir à casser nos bâtons pour pouvoir faire notre bivouac. Ça fait qu'on insère un des bouts à l'intérieur de la fente et on pousse de l'autre côté. Ça fait que le bois va craquer, puis on va être capable d'obtenir des bouts de bois séparés en deux ou des bouts de bois à la dimension qu'on a besoin. Fait que une fois qu'on connaît ces techniques-là, on est parti dans le bois, on a été chercher des bouts de bois et pour construire notre bivouac, et aussi des bouts de bois pour faire du feu. Fait que là, ici, je vous montrais les couteaux, de quoi ça a l'air. Celui-là, je pense qu'en plus, il y a un aiguisoir, je ne suis pas certaine, ou c'est peut-être son enveloppe. Parce que ça prend une enveloppe, c'est des couteaux qui sont quand même assez coupants, fait que ça prend d'habitude une enveloppe de cuir. Et avec nous, dans la forêt, il y avait une autre équipe qui avait apporté des scies comme ça. Puis eux autres, vraiment, ça a super bien été. Ils ont vraiment été capables de faire plein de choses avec des scies. Sauf qu'elle a cassé parce que le manche était en plastique.
Donc, on a retenu la leçon, on s'est dit que c'était foutrement pratique. Moi, j'en ai racheté à mon retour parce que je trouvais que c'était bien mieux que de casser le bois comme on l'a fait. Et à partir d'un arbre fendu. Mais ces scies-là, ils sont vraiment pratiques. Ça, si vous pouvez en apporter une, là, ça se plie en deux. C'est protégé dans le sac, mais crime, tu peux en scier du bois, là. Tu peux aller te chercher du matériel. Fait que on a commencé à accumuler notre bois. Moi, j'étais un peu découragée. On a commencé à faire notre bivouac. Dans le fond, le bivouac, il faut que je vous explique comment c'est. Dans le fond, c'est une structure qui est... je vais prendre le... Ça, c'est... Bon. L'option pointeur. Bon. La structure, c'est que c'est un triangle, comme celui-ci. Moi, là, je ne sais pas pourquoi il a fait des zigzags. C'est un triangle comme ça. Et à l'arrière, ça va faire comme une tente en triangle, mais en descendant. Là, il va vraiment mal. Fait que, dans le fond, je vais essayer de le refaire ici. Ça serait ça comme ça. On descend comme ça. Ça fait que le bout des pieds est comme... l'endroit où on va mettre les pieds est très petit. Et il va y avoir un bout de bois. Dans le fond, on fait un triangle au début, à l'avant, deux. Bon. Je vais être capable, je vais aller voir si je suis pas capable de vous le montrer. Je vais le faire précédent, suivant. Ah, il garde les affaires. Bon. Ça va-tu mieux que le surligneur? Ben non. Ça a l'air d'être ma souris parce qu'hier, ça allait très bien quand je fonctionnais avec ça. Mais là, il ne veut pas faire mes traits comme il faut. Fait que supprimer les entrées. Bon. Ici, vous avez deux bouts de bois que vous allez mettre comme ceci. Je vais le montrer plutôt avec mon éponge. Ensuite, vous allez appuyer un autre bout de bois par-dessus ces deux branches principales-là qui vont former comme une porte là, vers l'arrière. Fait que vous avez une structure triangulaire 3D qu'on va couvrir de feuilles mortes avec des bois. Fait qu'on va remettre du bois pour fermer le dessus. Autant de petites branches qu'on est capable d'en avoir qui vont du sol vers le haut pour pouvoir se faire une espèce de tunnel qui va en diminuant vers l'arrière, qui s'en va vers la terre. Et on va accumuler plein de feuilles mortes par-dessus ce système-là. Et quand on parle plein de feuilles mortes, c'est au minimum un pied. Fait que là, on lui a posé comme question, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est le printemps ou l'été? Ben, lui, il a répondu, il y a toujours des feuilles mortes à terre. Ça fait qu'il soit mouillé, qu'il soit écrasé sur le sol, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment des feuilles, du foin, ce qu'on veut. On en a pour un pied. Et ça devient complètement étanche par la suite. Puis aussi, c'est très difficile de le voir dans la nature parce qu'il est vraiment composé du sol de la nature. Fait que c'est en même temps vraiment un abri de camouflage. C'est sûr que si quelqu'un le cherche, ils vont le trouver pareil parce qu'aujourd'hui, ils ont des détecteurs infrarouges. Mais là, je parle pas pour se cacher, mais je parle pour les animaux. Par contre, ils nous sentent aussi. Mais les autres êtres humains peuvent difficilement, en se promenant dans le bois, voir notre habitation. Et il est vraiment en harmonie avec la nature. Fait qu'une fois que les bois, pour pouvoir les attacher ensemble, on prend des racines de sapin qui sont beaucoup plus fines et puis qui peuvent servir de corde. Je veux dire, si on n'a rien sous la main, là, je vous dis comment qu'on fonctionne, là, on prend des racines de sapin. Parce que l'idéal, c'est on n'a rien. Là. Pensez que vous allez seulement avec votre gourde de métal, un allume-feu que vous avez, puis une couverture, c'est tout ce que vous avez dans votre sac à dos. Puis vous allez probablement être capable de survivre dans ces conditions-là, en sachant faire votre abri, en l'attachant en creusant avec vos doigts votre couteau pour aller chercher des racines de sapin, en attachant les branches sur le dessus pour faire un appui adéquat ou suffisamment dense pour ajouter des feuilles.
Puis une fois que c'est assez dense pour mettre des feuilles, vous rajoutez autant de feuilles que vous pouvez. On s'était servi de nos bâcles, des bâcles, en tout cas des bâcles. On s'était servi de nos grands draps de plastique pour apporter les feuilles. On trouvait que c'était plus facile, fait qu'on les traînait à terre, puis on amenait nos feuilles sur le drap de plastique. J'en ai rajouté un par-dessus avant de mettre les feuilles. J'aurais pas dû, j'ai dû l'enlever, fait que je l'ai mis à l'intérieur. Ça tenait pas assez bien. Fait que c'est vraiment les feuilles qu'il faut mettre sur le dessus. Et j'ai réalisé très rapidement qu'après une montée dans la montagne de quelques heures, imaginez que vous êtes perdu puis que ça vous a pris un bon 3-4 heures avant de vous ramasser à quelque part où vous vous dites, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je dorme là. Ben, imaginez-vous donc que ça va vous prendre au moins 3-4 heures monter votre abri. Ça fait que faut réaliser quelque chose, là, c'est un petit peu ridicule d'attendre que le soleil se couche pour en faire un parce que vous n'aurez jamais le temps. C'est quelque chose qu'il faut quasiment se prendre à partir de midi si on veut finir à temps. Fait que ça, c'est une bonne leçon que j'ai appris. Fait que on a tout abandonné, puis j'ai été en chercher un d'une autre équipe qui avait été faite. J'ai dit, on va refaire celle-là. Il est venu me reprocher ça. Ben, je dis, écoute, on fait ce qu'on peut dans la forêt quand on est mal pris. J'ai dit, là, c'est comme si on aurait trouvé un trou en dessous d'un arbre. Fait que j'ai dit, ça va aller plus vite comme ça. Puis en fait, il y avait un couple de femmes qui étaient dans un autre abri. Eux autres, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient trouvé un arbre qui était effondré, puis ils ont décidé de se fabriquer un abri en dessous de cet arbre-là. Fait que c'était beaucoup plus facile. Mais moi, j'y étais. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on apprenne la technique. Mais là, j'ai dit, je le sais, la technique. Même Simon avait décidé d'aller tout seul de son bord. Puis en allant tout seul de son bar, il n'a pas réussi non plus. Fait qu'il est venu nous rejoindre. Le nôtre était capable d'accueillir 3 personnes. Fait qu'on a dit, on va l'accueillir chez nous. Fait que pas mal toutes les équipes s'étaient divisées. Là, puis on avait tous, je vais vous montrer les autres. Ici, vous voyez, dans le bas, on voit une petite boule, comme une boule de laine, là. Ben, c'est la boule pour faire du feu. Puis Simon, dans ses mains, ce qu'il faut pour démarrer un feu. Ça fait que c'est cette petite boule-là qu'on a faite dans la petite cabane avant de se rendre à notre territoire pour dormir la nuit. Et là, il faut que je vous dise aussi, on est fatigué. On n'a presque pas dormi la veille quand on était dans le tipi. On était brûlés. Puis la plupart du monde aussi était brûlé là-bas, là. Fait que, puis mettez-vous dans une réalité où que vous êtes obligé de coucher dehors, que vous êtes mal pris. C'est aussi ce qui va vous arriver. Vous allez être fatigué, brûlé. Fait que c'est pas facile. Fait que moi, je me rappelle qu'avant de partir dans notre aventure, Simon était tout énervé. Il était tout excité. Lui, il voulait... il s'était préparé à ça psychologiquement. Il avait pris 3 semaines pour m'aider à magasiner ce que ça nous prenait. Il faisait de la recherche sur Internet. Il était hyper motivé. Mon autre grand garçon, lui, il aurait préféré gamer, il trouvait ça inutile, il trouvait que c'était une... Puis finalement, il est venu sous la pression de ses amis, parce que quand il en parlait à ses chums de gars de 20 ans, la plupart d'entre eux disaient « Hey, c'est génial, moi j'aimerais tellement ça y aller ». Fait que finalement, il s'est décidé à venir nous rejoindre pour l'essayer. Et ironiquement, c'est le plus grand qui a passé, et ça c'est important, parce qu'il faut comprendre qu'à toutes les épreuves physiques qu'on vit comme ça, les gens réagissent tous de façon différente. Et ce n'est pas nécessairement les plus combatifs ou les mieux préparés qui vont donner les meilleurs résultats. C'est vraiment dans la... c'est dur de dire, c'est vraiment dans la personne. Il y a des personnes qui passent mieux au travers des épreuves que d'autres. Puis ça, c'est une autre leçon de vie aussi que vous allez apprendre. Mon fils, quand on est arrivé au soir, il était écœuré noir. Il voulait plus... là, je vais aller voir ici parce que j'avais un lien. Il voulait revenir à la maison. Il était vraiment tanné. Là, il faut que je revienne avec mon petit pointeur. Supprimer. Option pointeur. Voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo sur comment on allume un feu. Parce que c'est quand même une information qui est importante. Allô la gang, on va aller un petit peu plus loin. Ici, c'est Nature Aventure. Mais comment ça marche? Lui, il va avec quand vous utilisez vos couteaux ou vos lames, ben c'est parce que vous êtes peut-être dû pour les aiguiser. Mais ça fait beaucoup plus de flamèche. Fait comment ça marche? C'est que on va vouloir gratter sur quelque chose de très inflammable. Fait qu'on va dire, dans ce cas-ci, de l'écorce de bouleau.
on va écorcher plein de petites écorces. Vous voyez, ça ressemble à du papier. C'est ultra fin. On va mettre ça en tas. On va se faire un bon tas avec de la petite écorce de bouleau fine. Après, on va vouloir striker dans le tas. Puis l'alimenter avec d'autres écorces de bouleau, puis de la petite bronche comme ça. Pour qu'on prenne en feu. Vous avez remarqué, je suis sur une bûche parce que le mieux c'est d'avoir quelque chose de plat pour faire ça. Puis il faut vraiment être prêt. On veut le bouleau le plus petit possible. Parce que sinon vous allez striker pendant des heures puis il va rien se passer. Puis ça devient vraiment frustrant. Hein, Zach? Ouais, c'est à qui de le tester. Il sait que c'est long. C'est pas facile, hein? Il dit lui-même, là. Fait que ça a l'air plus simple. L'important, c'est de l'avoir avec de la pratique. Fait qu'on va dire, ici, j'ai mon tas. Là, ce que je veux faire, c'est venir justement le mettre en tas. Puis, là, on va tenir fermement notre bout, puis notre couteau. On est faire ça comme ça. L'important, c'est d'accoter le striker dans ce qu'on veut brûler. Parce que si on ne l'accote pas, puis on fait juste ça, on va finir par frapper de nos affaires, puis ça va voler partout, puis ça ne marchera plus. Fait qu'on veut l'accoter dedans, puis on strike. Ça, c'est un bâton de magnésium, là, avec quoi tu fais le strike, tu fais, là. Et voilà. Fait que là, ben, on l'alimente. Voilà. On met d'autres choses. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Et je vais le mettre dans notre trou de feu pour la sécurité. On l'alimente le plus vite qu'on est capable. Toujours être prêt, évidemment. Ils disent qu'il faut toujours être prêt, ça veut dire qu'il faut tout avoir autour pour être capable d'alimenter notre feu. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire quand on a un lighter ou quoi que ce soit. Fait que cette vidéo-là, je vais vous fournir le lien. Il est disponible sur YouTube. C'est Nature Aventure qui l'a préparé. C'est comment faire un feu avec un Fire Striker. Fait que c'est sûr que c'est des termes québécois et anglophones, là, mais c'est bien expliqué. C'est le genre de bâton-là, en fait, que vous avez besoin d'acheter. C'est pas quelque chose qui coûte nécessairement. Ben, c'est plus cher qu'un briquet, ça va vous coûter entre 5 et 10 $, mais ça vaut la peine parce que vous le gardez ensuite dans votre sac à dos, en fait, d'urgence. Parce que moi, c'était un de mes objectifs aussi, c'est d'être en mesure de pouvoir se faire un sac à dos d'urgence. Fait que je voulais avoir tout ce que, pour chaque membre de la famille, tout ce qu'on avait de besoin à ce niveau-là. Ici, je vous montre de plus loin de quoi avait l'air notre abri. C'est un petit peu tout croche, mais lui, bon, il m'avait recommandé de continuer à fermer cet aspect-là, puis j'aurais dû le faire, puis je vais vous expliquer plus tard. On avait mis nos planches ici, notre bois ici, on avait notre trou de feu qui était là. Puis finalement, on l'a amélioré parce qu'on s'est mis un espèce de réservoir pour couper du vent, mais on n'en a pas eu tant que ça. Ici, il y avait des bouts de bois qui sont appuyés les uns sur les autres, là, sur la partie centrale, qui avait été fait par une autre équipe. C'est des bois qui étaient vraiment disposés les uns sur les autres là, pour former une espèce de triangle, une espèce de petite tente, mais une tente qui nous permet de rentrer une personne. Puis c'est très claustrophobique à l'intérieur, parce que on n'a pratiquement pas d'espace. Ça sent l'humidité, ça sent la feuille morte, ça sent l'humidité carrément, là. Ça sent le bois pourri, mais c'est pas grave, c'est vraiment ton abri pour la nuit. Puis t'en as mis épais, puis ça a l'air que même s'il n'y aurait plus Asio, en tout cas au niveau du centre, là, il n'y aurait pas eu de problème ou très peu d'eau qui rentrait à l'intérieur. Puis il faut dire que dans le bois, l'humidité, c'est notre plus grand ennemi. Ben, c'est ça qui va faire qu'on va geler. Ici, ce monsieur-là, c'est super intéressant. Je pense qu'il est comptable. Il travaille à Montréal. Puis, il a eu une passion, justement, pour la survie en forêt. Fait que ça, c'est son abri. Son abri était parfait. Fait que on voit le triangle ici. À l'arrière, c'était assez long qu'il puisse rentrer. Il s'était fait une porte et il avait fermé le devant ici, comme on m'avait recommandé de faire, là. Toute la partie, oups, je vais revenir en arrière.
Toute la partie avant ici avait été couverte. Puis on voit un petit trou qui est juste de la grandeur pratiquement pour lui. Là. Je veux dire, il y a peut-être un espace d'un pied au-dessus de lui ou un pied et demi au niveau de la tête. Puis ensuite, c'est très restreint. Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment eu le feeling d'étouffer là-dedans. J'ai pas. Puis je pense qu'on a tout eu ce sentiment-là. On est habitué dans nos grandes maisons d'avoir beaucoup d'espace, d'avoir un lit confortable. On n'est pas habitué de dormir dans une petite caverne. Fait que je voulais vous dire, c'est vraiment une expérience à vivre, par exemple. Je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment c'est dépaysant et ça nous permet de nous rendre compte à quel point on s'est éloigné en tant qu'être humain de la vie sauvage. On s'est éloigné de l'essence de la nature. On est domestiqué et trop même pour revenir facilement à une vie naturelle. Il disait que les Amérindiens ne vivaient pas dans des endroits aussi clos que ça, mais probablement que les coureurs des bois ou les gens qui voyageaient seuls pour la chasse n'avaient pas le choix de se faire des petits environnements comme ça habitables, le temps qu'ils puissent passer une nuit à un endroit. Ce monsieur-là, il a pris aussi un autre type de randonnée. À un moment donné, c'était sa 3e fois. Là, il y a une autre randonnée qui existe où ils vont te porter en hélicoptère dans le fond du bois avec un instructeur, c'est privé. Puis, il te laisse là avec quelques affaires, puis il faut que tu te débrouilles pendant 2 jours, puis ils reviennent te chercher en hélicoptère après. Fait que c'est... Puis il a l'air de rien, hein? Il me semble, tu le verrais c'est le monsieur qui gère, qui dit pas un mot plus haut que l'autre dans un bureau. Puis là, il avait l'air d'un militaire avec son couteau, connaissait toutes les techniques, puis c'était vraiment spécial. Mais lui, son bivouac était vraiment extraordinaire. Fait que le soir venu, on s'est fait notre feu. C'est Simon qui l'a parti. Ici, ben, on s'était fait comme une petite clôture pour retenir le vent, ça donne rien. Le feu aussi, là, je suis assez critique parce que j'irais plus me faire quelque chose comme un foyer, un poêle roquette, maintenant que je les connais. Fait que ça, c'est un petit feu de bois qu'on appelle. Ça réchauffe absolument personne et on a passé notre bois très rapidement. Ça fait qu'on n'avait plus rien se chauffer après. Là, Simon commençait à péter sa coche. Il voulait rentrer dans ses doudous. Il était à bout. Fait qu'il était vraiment écœuré. Puis, ça ne tentait plus de dormir dans le bois. Mais là, j'ai dit, on peut pas s'en aller. Fait qu'il nous avait offert d'aller dans un... il y a un endroit pas loin dans lequel on pouvait dormir, là, le même endroit où on avait fait nos petits nids de feu. Puis finalement, on a dit non, on reste là. Fait que Simon, il a suivi. Puis, ironiquement, mon autre fils, lui, il était super zen, disait pas un mot, prenait ça un moment à la fois, puis il passait à travers toutes les épreuves comme s'il avait fait ça toute sa vie. Fait que c'était vraiment génial, là. C'était pas du tout ce que je m'attendais. Lorsqu'on va dans le bois ce soir-là, en tout cas, c'est important, puis on s'en est aperçu, ça prend pas de gilet de coton. On n'aimait pas de gilet de coton. On n'aimait pas de jeans non plus, c'est fait en coton. Fait qu'on s'habille en conséquence. Si on doit vivre dans la forêt pendant quelques jours, on met des gilets de laine. Puis quand je parle de la laine, c'est de la vraie laine, la laine qui pique. C'est les meilleurs matériaux qu'on peut pas avoir. Des fois, ça vaut même la peine d'avoir quelques chandails aussi dans des matériaux qui sèchent bien ou qu'on n'aura pas qui accumuleront pas l'humidité qu'on trouve dans les clubs nature, ces choses-là. Mais la laine, c'est ce qu'on trouve de mieux. Et le gros gilet de laine, c'est vraiment ça qui nous tient le plus chaud dans ces environnements-là. Fait que ça, là, c'est génial parce que même si tu es mouillé à grandeur, ton gilet de laine, il te garde encore au chaud. La laine, c'est magique. Puis en plus, la laine, ça prend pas en feu. Si tu reçois des tisons ou quoi que ce soit, c'est vraiment la laine. D'ailleurs, on a tellement bien compris la leçon que quand on est revenu de là, on s'est pitché dans les magasins de vente de vente de linge d'occasion pour aller chercher des gilets de laine. Puis j'en ai trouvé vraiment des pas chers dans des magasins, des brocantes, ces places-là, là, où on vend des gilets d'occasion. Parce que même s'ils sont pas beaux, on s'en fiche. Puis les couvertures de laine aussi, parce que c'est mieux qu'un sleeping bag. Ça peut carrément nous sauver la vie, c'est une deuxième peau.
Fait que les gilets d'aine, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir, aussi du multicouche. Et ça prend un imperméable aussi, normalement, dans notre sac à dos. Un imperméable, mais on va prendre, pour que ça soit efficace, on va prendre un imperméable qui peut nous servir de batch qu'on peut mettre sur le dessus ou qu'on peut s'abrier ou mettre au sol. Ça fait qu'il va avoir plusieurs fonctions. Fait qu'on a le trou de tête dessus, puis finalement, c'est des grands triangles, là, ces imperméables-là là, qu'on accroche avec des clips, mais ça en prend de qualité. Fait qu'un imperméable de qualité, c'est toujours le bienvenu. On n'a pas connu de pluie quand on y était, mais ça aurait pu être le cas. Il aurait fallu quand même dormir... Mais même si on n'a pas connu de pluie, pendant la nuit, on s'est installé dans notre trou qui avait été mal fermé sur le dessus, puis c'est moi qui avais la tête juste là. Ça fait qu'est-ce qui s'est produit? C'est que notre chaleur à l'intérieur de notre bivouac a provoqué de la condensation dans le bivouac qui montait en haut et dégoulinait dans ma face. C'était dégueulasse. Fait que j'avais beau me tourner, m'arranger, j'arrivais pas, puis j'avais des gouttes qui me tombaient tout le temps dans le visage. Fait que ça, c'était dégoûtant. Mais je me disais, ça sent la feuille morte, ça pue le bois pourri, on est dans le bois, c'est normal, endure-toi. Fait que là, j'essayais de m'endormir, puis je me réveillais tout le temps. Fait que là, mon plus jeune qui s'en dirait pas, c'est « Asti, maman, t'as-tu fini de bouger? Si j'arrive pas à dormir à cause de toi. » Mais pendant la nuit, je me réveille, puis j'entends... C'est dur d'expliquer ce que j'entends. J'entends comme des sons bizarres de tapage. Puis là, je me disais, c'est un animal, mais ça venait de loin, ça avait l'air de résonner dans le sol. Puis là, je comprenais les Amérindiens quand ils se mettaient la tête sur le côté, qu'on voit ça dans les comics, pour entendre les sons, pour savoir si l'armée arrivait. Fait que, parce que là, je sentais vraiment les vibrations du sol, comme je les ai jamais senties dans mon lit. Fait que là, j'étais là, voyons là, David, il s'est levé, fait que il se réveillait lui aussi, puis j'étais là, t'entends-tu ce que j'entends? Lui, il dit oui. Puis là, Simon, il n'entendait pas. Puis là, je me disais, je dois être une roche ou une racine qui est en communication avec de quoi? Mais j'ai dit, c'est comme si j'entendais quelque chose qui court. Fait que là, David dit oui, là, on l'entend. Fait que là, on se disait oui. Puis là, ça arrêtait. Fait que j'étais là, voyons, ça peut être quoi? Puis là, on a cherché pas mal, parce que je me demandais, ça avait l'air d'être lourd. Ça avait l'air de venir de loin, puis ça avait l'air d'être des pas lourds. Fait que je me demandais si c'était un orignal, je me demandais si c'était un animal qui s'approchait de nous puis qui s'éloignait. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Tout ce que je sais, c'est que ça faisait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis ça arrêtait. Puis ça repartait dans la nuit, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis ça arrêtait. Fait que, mais je vais vous expliquer, je pense avoir trouvé c'était quoi le lendemain. Fait que, on a passé une très mauvaise nuit, encore une fois, c'était la deuxième. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui a passé une pire nuit que nous, c'était notre instructeur Allen, parce que, en fait, c'est un insight de ce qui s'était passé. C'est qu'Allen avait déjà son bivouac de construit, comme il était l'instructeur, normalement, il va coucher dans son bivouac, mais il passe voir les gens pour les aider à construire le leur. Mais il s'est disputé avec l'autre instructeur la semaine d'avant. Donc, l'autre instructeur a détruit son bivouac. Ça fait que là, il était très choqué après l'autre instructeur. Ça fait qu'on a entendu Allen bitcher pendant une journée complète. Et finalement, ça a fait comme un banc de parc. J'ai dit, il va se sentir dans son environnement. On l'agaçait. Parce que là, puisqu'il avait déjà fait... il avait déjà fait de l'itinérance, c'était d'où sa grande expérience pour nous apprendre comment fonctionnaient les bivouacs. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il nous a donné quand même beaucoup d'instructions, entre autres sur l'hypothermie. Puis il devait la mettre en pratique cette nuit-là, puis je m'inquiétais pour lui. Parce que l'hypothermie, normalement notre corps est à 37 Celsius, 37 Celsius pour nous maintenir en santé. L'hypothermie, ça n'arrive pas quand il fait moins 30, moins 20. Là. Ça peut arriver à partir de 5 degrés Celsius dans le bois. Même, je pense, 10 degrés Celsius. C'est quand notre corps est plus capable de prendre le dessus à cause de l'humidité. Souvent, c'est le mauvais habillement ou de l'humidité qui fait que ça va descendre en bas de 35 Celsius. Et il y a des stratégies. Et c'est ce qu'il nous a montré et c'est ce qu'il a appliqué pendant cette nuit-là parce que lui, tout ce qu'il avait, c'était sa couverte de laine, puis
Puis, ce que j'appelle, c'est important aussi, là, c'est voyons, c'est une gourde, mais une gourde en métal. C'est que lui, il s'est fait son feu le soir, comme on a fait nous, et il a mis sa gourde en métal dans le feu. Fait que sa gourde, elle a chauffé. Puis l'eau chaude qu'il y avait dans sa gourde, après, ben, il a attendu que ça refroidisse un petit peu et il a utilisé cette gourde-là près de ses organes vitaux. Ça fait que pendant la nuit, il s'est réchauffé comme avec une bouillotte. Il les a mis autour de lui, ses gourdes. Ça fait qu'au niveau de son thorax, pour se maintenir au chaud. Et il s'est recouvert avec sa couverte de laine, la couverte de laine de type militaire, là, comme vous voyez ici, c'est super utile. Dans le bas, là, écran précédent, c'est les couvertes de laine là, vert kaki. Là. Ça, c'est super important, ça garde la chaleur. Fait que ça fait partie des équipements de base. Fait que l'hypothermie, c'est le grand ennemi dans le bois. C'est que pour l'éviter, ça prend surtout ta gourde, ta couverte de laine, tu es capable de passer au travers. Et je connais quelqu'un aussi qui a fait des expériences de survie l'hiver. Puis l'hiver, c'est encore pire parce qu'il faut creuser pour faire ton bivouac. Fait que si tu sues tellement parce que tu as fait des efforts physiques, après, tu es gelé totalement. Puis quand tu es gelé totalement, tu as envie. Donc, il faut que tu ailles dans le bois pour aller pisser. Là, c'est comme un cercle vicieux. C'est que tu es déshydraté, tu es mouillé, tu as frette. Fait que tout s'enchaîne. Puis là, finalement, ton corps s'affaiblit. Puis au point où tu fais de l'hypothermie. Fait que, il y a même une équipe, je pourrais peut-être vous retrouver le lien au Québec, qui font un stage de survie en forêt à la fin de leur bac. C'est un baccalauréat, je crois, pour être maître en forêt ou des trucs comme ça, là, être instructeur maître dans des, par exemple, pour la survie ou pour aider des gens à les sortir de problèmes lorsqu'ils sont perdus dans le bois. Et leur examen final est un des pires que j'ai vus. Ils doivent se faire un handicap et rester dans la forêt toute la nuit avec presque rien. Fait qu'il y en a un, par exemple, qui devait s'attacher le pied après le bras. Et un autre portait des lunettes parce qu'il était très myope, il n'avait pas le droit à ses lunettes. Fait qu'il fallait qu'il reste dans le bois, sans rien, se débrouiller carrément avec les moyens du bord ou avec très peu de choses. Il avait le droit d'amener, je pense, 3-4 choses. Puis, il devait passer... il y en a un qui avait décidé, lui, qu'il allait torse nu. Et ils ont tous passé la nuit. On le trouve sur YouTube, c'est vraiment intéressant. C'est un journaliste qui a décidé de les suivre, là. Puis vous allez voir qu'on s'en sort même avec une jambe cassée. Si on est brillant puis qu'on arrive à avoir des bonnes techniques de survie. À la fin, le lendemain matin, il y avait une opération qu'on devait réaliser, c'est des feux de détresse. Je vous en montre un, ça c'est notre feu qu'on a fait. Un feu de détresse, ça fait partie des éléments de survie qui est important. En fait, c'est une structure en triangle, encore une fois, qu'on fait, avec une base avec des bouts de bois. Dans le fond, le but, il faut que ça fasse beaucoup de fumée. Puis, j'imagine qu'il doit y avoir une raison pourquoi ils font des structures avec ce modèle-là. C'est que peut-être que quand on les fait au sol, ça s'éteint trop facilement ou ça fait pas assez de fumée. Ça fait qu'en le faisant dans les airs, comme ça en fait beaucoup. Il faut se trouver un plan ou pas loin d'un plan d'eau ou un endroit où le ciel est libre pour ne pas causer un feu de forêt, on serait plus mal pris, là. Une fois qu'on a bâti la structure de base, on la comble avec du bois de sapin, qu'on l'attache tout le tour de la structure. Puis à la fin, on met le feu dedans et ça se fait finalement énormément de fumée. Et cette fumée-là est visible de très loin lorsqu'un avion passe. Fait que de préférence, on ne l'allume pas pour rien. On attend qu'on entende un avion passer ou un hélicoptère dans le coin. Et lorsqu'on l'entend, on se dépêche à y mettre le feu pour qu'il puisse voir de très loin. Normalement, quand il aperçoit ça, il appelle la sécurité pour dire que quelqu'un est perdu en forêt et qu'il faut aller le chercher. Fait que ça s'appelle des feux de détresse et c'est important de connaître la technique pour les faire. Ensuite, dans le forfait qu'on avait, le forfait vacances, on devait aller pêcher la truite à la main. Mais je m'en doutais parce que moi, j'adore la pêche et je savais qu'une truite, ça se pêchait pas à la main si facilement que ça. Mais lui, il nous disait qu'il n'y avait aucun problème, qu'il l'avait fait plusieurs fois. Fait que là, j'ai dit, j'ai bien hâte de voir comment tu vas faire.
Et en fin de compte, j'ai réalisé, j'ai dit, c'est pas des vraies truites, c'est des truites de pisciculture que vous avez en bas, que vous amenez ici. Il dit oui, parce qu'on en a pas assez. Ben là, je dis, quand tu mets des truites de pisciculture dans un environnement naturel comme ça, ils ont fret, ils sont pas bien, ils viennent d'être changés d'environnement. Fait que j'ai dit, c'est ceux qui vont coller sur place et qui seront pas capables de se débattre. Fait que c'est pas de la pêche à la main. Fait que quand il disait qu'il voulait qu'on fasse un enclos pour retenir les truites, j'y crois plus ou moins. Oui, on peut le faire, mais on n'aura pas du succès comme on en a eu là. Disons que chacun d'entre nous, une truite l'attendait, une truite de pisciculture étourdie, donc elle était très facile à attraper en fait. Mais dans la réalité, j'aurais beaucoup de difficulté à l'attraper avec mes mains, ça je peux vous le jurer. Surtout une truite sauvage. Fait que moi, je dirais que dans mon pack-sac, j'amènerais au moins un hameçon puis un bout de fil enroulé. Tu sais, il y a assez de branches dans le bois pour qu'on puisse se faire une canne à pêche, mais les hameçons, c'est pas nécessairement évident de construire ça en forêt. Puis de toute façon, la plupart des lacs ont des truites chez nous, puis c'est facile d'aller chercher une truite avec un bon hameçon. Fait que, bon, on a eu quand même des truites. Ce qui était intéressant, c'était de les faire cuire. Parce que pour la cuisson des truites, il nous a montré une nouvelle technique que j'avais jamais utilisée. C'est que dans le fond, on s'est fait un feu de bois, on a attendu qu'il y ait suffisamment de braise. Puis on a mis les truites après directement sur la braise. Elles ont cuit sur la braise, puis étaient pleines de braise. Puis moi, c'est la première fois que j'ai mangé ça. Mais la braise, c'est pas toxique. On peut manger une truite qui a cuit sur la braise. Ça ne représente pas vraiment de problème. Fait que on les a mangés comme ça. Et ça finit l'aventure. On est retourné au camp. Pas mal tout le monde ont terminé. Puis on a appris, rendu au camp, qu'il y a un bison qui était mort. C'était la bison femelle, la plus vieille, la plus aînée. Puis les bisons, quand un bison meurt, ils font toute la roue autour. Fait qu'il y avait tout entouré le bison en rond. Puis la propriétaire était très nerveuse parce qu'il fallait qu'elle aille ouvrir l'enclos pour aller sortir le bison. Puis elle voulait pas se faire attaquer. Fait que il fallait que ce soit plusieurs pour aller contrôler les bêtes et sortir la bête qui était morte. Puis je me suis dit que la nuit, quand on a entendu les galops bizarres dans le sol, d'après moi, pourtant il était au moins à 1 kilomètre d'où ce qu'on était, 1,5 kilomètre. Pour moi, c'est ça que j'ai entendu. C'est les bisons courir. Les bisons probablement qui couraient, puis parce qu'il disait qu'il avait attaqué la bison plus vieille. Moi, d'après moi, ce qu'il voulait, c'était la réveiller. Parce qu'elle était tombée au sol. Fait qu'il s'était mis à foncer dedans pour qu'elle bouge. J'ai déjà eu des animaux comme une poule qui était morte à un moment donné, puis sa copine, c'est ça qu'elle faisait. Elle sautait dessus parce qu'elle voulait lui dire « réveille-toi ». Fait que j'ai l'impression que c'est ça qu'on a entendu pendant la nuit. Et ça finit mon histoire. Fait que je vais arrêter l'enregistrement, puis on pourra parler entre nous.